Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale, sexothérapeute et auteure du livre Terre éclose, la sexualité au féminin, aux éditions de l'Emmanuel. Dans la 3e saison de Sexo, je continue à vous ouvrir les portes de mon cabinet pour vous partager les questions qui me sont le plus posées et les points de repère que j'offre en réponse, afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Dans cet épisode, vous allez nous parler d'un sacré bouleversement que connaissent beaucoup de couples quand l'enfant paraît, quand bébé naît. Eh oui. Et oui, parce qu'avec les nuits écourtées, la fatigue, le quotidien ultra rempli, la belle intimité que l'on avait réussi peut-être à nouer avec son conjoint s'en trouve fort ébranlée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je reçois beaucoup de plaintes de jeunes parents que l'on pourrait résumer ainsi. Depuis que nous sommes devenus parents, nous n'avons plus de temps pour nous. Les enfants sont là, nous parlons d'eux, notre vie s'organise en fonction d'eux. Mais où est passé notre couple ? Eh ben, moi, je leur dis, le couple, en réalité, il est bien là, en entretien. C'est rassurant. Voilà. Souvent cerné, souvent perdu, mais bien présent dans cet entretien qui lui redonne enfin sa première place. Et est-il possible de devenir parent et de rester amant ? C'est toute la question. Oui, la question se pose. Alors dites-nous, que répondez-vous à ces jeunes parents ? Quand je les reçois, la fatigue et la routine sont tellement présentes qu'ils ont parfois l'impression de ne plus s'aimer. Donc, dans un premier temps, j'aime bien les inviter à prendre un peu de recul, en leur proposant de faire une autopsie de leur quotidien. Ce qui permet de mettre assez vite en valeur la place que le couple accorde en réalité à l'intimité émotionnelle et sexuelle. Alors souvent, elle est encore là, mais elle est tapie au fond du placard. Voilà. On imagine le sac de linge sale. Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire, derrière le gros tas de linge à repasser. Voilà, elle est écrasée par la routine, par les responsabilités, par le désir de bien faire les choses, mais aussi par les disputes. Et souvent, elle est aussi abîmée par la prise de conscience aiguë et parfois douloureuse du fonctionnement de l'autre, de son identité, de son caractère depuis qu'il est devenu parent. L'autre, voilà, c'est cet homme ou cette femme que j'ai choisi d'aimer avant d'avoir des enfants et que je découvre encore, et parfois de façon surprenante, parfois décevante, quand il devient père ou quand elle devient mère. Ah oui, donc en fait, il n'y a pas que les enfants qui viennent mettre à mal en tant que telle l'intimité du couple. La parentalité, donc, vous nous dites que ça se transforme à ce point-là, la personnalité ? Oui, quand même. Devenir parent nous transforme et modifie naturellement notre rapport aux choses, au monde, aux autres, à nous-mêmes. Et ça semble logique, c'est une expérience qui nous change de façon verticale et de façon horizontale. C'est-à-dire ? Alors, je m'explique. Alors, tout d'abord, de façon verticale, devenir parent provoque un changement de génération. Ce qui n'est pas rien dans l'histoire d'une personne, on est bien d'accord. Ça fait quand même partie des événements fondateurs. Toute l'histoire de la personne est traversée par l'expérience de la maternité ou de la paternité. L'enfant nous relie à l'enfant que nous avons été, aux parents que nous voulons devenir et à ce que nous attendons de l'autre depuis qu'il est devenu parent, avec les valeurs que nous voulons transmettre, les souvenirs que nous voulons créer, etc. Et cette nouvelle expérience de la maternité ou de la paternité, elle amène dans notre jargon, on appelle ça un remaniement psychique, c'est-à-dire un bouleversement total, qui est tout à fait normal, mais qui peut quand même créer quelques vagues, plus ou moins fortes selon les personnes. Oui, c'est une expérience vraiment bouleversante, effectivement. Oui, le couple se transforme tout en restant le même. Moi, je prends souvent l'image de la pâte à modeler, c'est-à-dire c'est la même pâte, mais on lui donne une autre forme, en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est dans cette transformation qu'il devra veiller à ne pas se perdre. Donc l'image qui me vient en tête, c'est celle du couple partenaire, qui s'épaule, qui accepte de se décentrer pour comprendre l'autre, et qui accepte que cette mère ou que ce père puisse faire autrement que moi, réagir différemment, que ce soit dans la façon de donner le bain à son enfant ou d'accepter de le confier ou tout un tas d'autres choses de la vie quotidienne. Pas facile. Et la transformation au niveau horizontal alors ?
La dimension horizontale, elle a un côté plus pragmatique. À chaque naissance, les places changent. C'est un peu le jeu quand même des chaises musicales quand même. C'est-à-dire la parentalité s'invite dans un quotidien qui ne sera plus jamais le même. Ouais. Il faut lui faire de la place sans lui donner toute la place. Et c'est toute la difficulté. Et parfois, le couple souffre. Et je vais citer des paroles entendues. C'est-à-dire que on ne s'y attendait pas. Ou en tout cas, on s'y attendait sans s'y attendre. Et nous avons vécu l'immense bonheur de devenir parents, mais nous l'avons pris en pleine figure. C'est-à-dire que l'enfant était toujours là, me disent-ils. Il pleurait, nous étions fatigués. Nous n'arrivions plus à parler posément. Je me sentais moins libre. Mon épouse ne faisait que ça, elle ne voulait pas poser notre enfant, je me sentais abandonnée et je prenais de la distance pour me protéger et elle se sentait tout autant abandonnée et devenait froide et cassante. Bref, une arrivée fracassante dans le monde de la maternité et de la paternité. Ah oui, c'est ce qu'on peut appeler baby clash. J'ai souvent entendu cette expression. Oui. Là, je crois que c'est quelque chose dont on parle pas mal aujourd'hui. C'est un clash dans le couple provoqué par l'arrivée d'un enfant. Rassurez-moi, ça ne se passe pas toujours aussi mal quand même. Non, bien entendu, ça dépend vraiment quand même de l'histoire de chacun. Mais l'exemple que je vous ai donné est assez significatif, car c'est bien dans ce contexte de transformation et de réorganisation que le couple va devoir se frayer une place pour se ressourcer. Et l'intimité conjugale, finalement, qu'elle soit émotionnelle, relationnelle ou sexuelle, représente le berceau du couple. Donc c'est une place qui est importante. En tout cas, il faut lui laisser une place à cette intimité. Alors, on est d'accord, ce n'est pas cette intimité qui va faire avancer le bazar de cette vie quotidienne, qui fera avancer le repassage ou le ménage. En revanche, elle viendra lui donner de la saveur. Et cette intimité, elle viendra nourrir le réservoir émotionnel de l'homme et de la femme, ce qui leur permettra de rester en lien. Je pense que ça, c'est hyper important à repérer. L'intimité, c'est le sel de la vie conjugale. D'ailleurs, les couples le disent en entretien, quand nous prenons du temps pour nous ou quand nous faisons l'amour, nous avons moins de disputes, moins de tensions, plus de patience. Oui, c'est logique. Donc voilà, dorloter son petit comme dorloter son couple dans un berceau. Exactement. C'est la même chose. Et qu'est-ce que vous appelez réservoir émotionnel ? Oui. Alors le réservoir émotionnel, pour moi, c'est un sac à dos invisible que je remplis à chaque fois que je passe un bon moment avec l'autre, peu importe la forme d'ailleurs. Et c'est vrai que ce réservoir émotionnel, quand je le remplis, ça constitue un carburant émotionnel indispensable pour le couple et pour traverser les périodes plus ternes ou plus chargées. Alors dites-nous comment les jeunes parents peuvent de nouveau remplir ce sac à dos là entre deux piles de linge à repasser et plus largement réfléchir à leur intimité dans ce nouveau contexte de parentalité. J'invite les personnes à faire une rétrospective de leur intimité. Alors, je cite en exemple une relecture que nous avons faite avec un couple marié depuis 8 ans il y a quelques semaines. Ce qui ressortait de leur histoire, c'est qu'il y avait eu 3 grossesses, dont une fausse couche tardive et 2 naissances par voie basse, dont l'une avec une déchirure du périnée et une cicatrisation qui avait été un peu longue. On avait aussi noté 2 allaitements de 5 et 8 mois, un déménagement et un changement de travail. Ah oui, tout ça. Voilà. Mais forcément que la sexualité est impactée par tous ces événements. Et la plupart du temps, il y avait beaucoup de joie, certes, parce que c'est le couple qui se construit, mais il y a aussi de la fatigue nerveuse et physique. Et c'est tout de même pas compliqué d'imaginer qu'au milieu de cette vie pleine, que ce soit pas facile de rester amant et que le désir soit en berne et que les couples puissent se disputer autour de ça. Oui, on l'imagine sans peine. Mais est-ce que cela veut dire qu'il y a des moments où même temporairement, il va falloir tirer un trait sur l'intimité du couple ? Non. Mais d'en avoir conscience, ça permet d'avoir un regard bienveillant sur cette intimité et du coup, ça permet d'en parler de façon plus apaisée. Voilà, on ne peut pas désirer quand il y a trop de choses. Et je pense d'ailleurs à une jeune maman qui disait à son conjoint, en fait, il n'y a plus de place pour avoir envie de faire l'amour. Parce que ma tête est pleine, quoi. Ma tête est pleine. Alors justement, comment faire de la place dans ce contexte ? Moi, j'aime bien revoir l'emploi du temps. J'aime bien prendre du recul sur ce que le couple a vécu jusqu'alors, mais j'aime bien aussi revoir l'emploi du temps. Mais il y a aussi toute la question de la place
de l'homme auprès de la femme qui devient mère et inversement. Alors, c'est-à-dire ? Alors, le père, à mon sens, a un rôle important. C'est-à-dire qu'il réveille la Belle au bois dormant endormie ou dépassée par ses maternités. Il arrache Blanche-Neige à sa to-do list, rappelle à l'enfant que sa mère, c'est sa femme, et justement courtise sa princesse pour cela. Donc il doit se bouger un peu quand même. Hein. Et même si le prince charmant sur son cheval blanc est passé de mode, on est bien d'accord, nombre de femmes s'exclament en entretien qu'il me courtise. Oui, c'est vrai. Voilà, qu'il me courtise. Ce à quoi les hommes répondent, parce qu'ils ont l'habitude de répondre, mais voilà, ce à quoi ils répondent parfois, mais qu'elle me laisse faire. Donc on voit bien que le sujet peut être compliqué, un peu tendu, un peu ambivalent. Bien entendu, il y a aussi des hommes qui ne veulent pas prendre ce rôle et qui deviennent fuyants ou qui s'infantilisent en réclamant leur câlin comme on réclamerait un goûter, ce qui n'est pas très viril ni très érotique. D'autres ont du mal à érotiser à nouveau leur femme devenue mère, comme si elle était devenue infiniment respectable et donc c'est comme s'il ne pouvait plus la courtiser en fait, ce qui ne favorise pas du coup l'intimité. Et d'autres hommes restent très esthètes, très malheureusement, et ne supportent pas de voir le corps de leur femme changer, ce qui est bien entendu douloureux pour les femmes. Hein. Et inversement, il y a aussi des femmes qui ont du mal à articuler leurs deux facettes de mère et de femme. Oui, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans un podcast de la saison 1. Hein. Certaines femmes, pour certaines femmes, l'articulation mère-femme n'est pas facile. Voilà, ça se met en place doucement, mais voilà, pour certaines, quand on devient mère, on devient non seulement respectable, mais aussi investi d'une responsabilité nouvelle, s'occuper des enfants, ce que l'on peut entendre, hein, mais cela peut prendre vraiment toute la place et donc étouffer la sensualité chez certaines femmes. Mais cette difficulté à se penser femme n'est pas toujours liée à la maternité. Certaines femmes enfilent de façon plus ou moins consciente l'archétype de la mère au sein du foyer, c'est-à-dire qu'elles deviennent la mère, voilà, celle des enfants, mais aussi celle du conjoint, quoi, voilà. C'est pourquoi chacun doit prendre conscience de ce qu'il vit en devenant parent et prendre conscience aussi de ses places nouvelles à prendre, les questionner, échanger autour de ça. D'accord, donc il y a tout ce travail à faire et quelle place aussi donner aux enfants à la parentalité ? Il me semble important effectivement de penser la question de la limite à travers cette notion de place. Quelle place donner aux enfants, déjà au niveau spatial, mais aussi au niveau temporel. C'est toute la question de l'éducation. Hein. La place que j'accorde aux enfants, en fait, elle détermine celle que je donne au couple. Hein. Ça veut dire que le couple va devoir s'accorder. Alors comment faire concrètement ? J'invite les couples à faire la liste des choses qu'ils aimaient faire ensemble avant de devenir parents. Voilà, puis on s'interroge autour de ça. Ces activités, est-ce qu'elles ont disparu et pourquoi ? Est-ce que ce serait pertinent de se demander comment les remettre en place ? Puis je les invite à repenser la sexualité. Le plus souvent, avant les enfants, elle était spontanée, hein, le plus souvent. L'idée est d'inviter le couple à lui refaire de la place, et justement parfois en repartant de zéro. Ah oui. Surtout quand il n'y a pas eu de sexualité depuis longtemps. Le couple doit se reconnecter au corps, surtout si ce corps a changé avec les grossesses. Apprivoiser la sexualité, c'est quand même revenir à soi, à l'intérieur du corps. C'est ressentir ce que je vis et c'est renouer avec le corps de l'autre. Est-ce que vous avez des pistes de petites questions à se poser pour repenser tout ça ? Je leur dis que c'est le moment de questionner le sens de cette sexualité. Voilà. Ils peuvent par exemple se demander qu'est-ce que cette sexualité nous apporte ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire l'amour ? Que souhaitons-nous vraiment en fait, hein ? Faire l'amour plus souvent ou de façon plus complice, plus connectée ? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre exactement dans cette sexualité ? Et à travers ces réflexions, j'invite les couples, à sortir de la tyrannie de la norme et des fausses croyances, où un couple devrait faire l'amour 1 ou 2 fois par semaine pour ne pas se planter.
Et certains couples se ressourcent, se rapprochent effectivement dans la sexualité. Ils ressentent ce besoin de se retrouver régulièrement. Mais c'est vrai que d'autres, en fait, se sentent tout aussi bien avec moins d'unions. Et justement, la question, c'est est-ce qu'il y a un nombre idéal d'unions à avoir ? Alors, à cette question que vous me posez et qu'il me pose en entretien, est-ce qu'il faut faire l'amour 1 fois par semaine, 2 fois par semaine pour prendre soin de son couple ? C'est quoi le rythme idéal ? Voilà. Eh ben, moi, je donne pas de chiffres, je donne pas de nombre. Je donne la réponse de l'une de mes clientes qui me semble vraiment intéressante. Elle avait répondu: nous faisons l'amour quand nous ressentons le manque de l'autre, le manque de sa peau, de son odeur, de son toucher. Et je trouve que c'est intéressant parce que ce manque est à évaluer. Alors, c'est très subjectif, mais c'est intéressant, quoi. Il est propre à chaque couple. Il est propre à chaque couple. Ce qui m'amène à poser un second point, c'est-à-dire que j'invite les couples à rester à l'écoute de ce désir sexuel, donc du sien, mais aussi du désir sexuel de l'autre, et surtout de comprendre son fonctionnement, comme on l'a déjà dit dans d'autres podcasts. Comment s'accorder, attention de ne pas assaillir l'autre de son propre désir, attention également de ne pas en faire un mendiant ou une mendiante. L'un comme l'autre sont des terreaux parfaits pour la rancœur. Donc, j'invite aussi les couples à explorer un 3e point, en les invitant à penser une reconnexion progressive quand la sexualité est en difficulté ou source de discorde. Donc, contempler le corps de l'autre, se laisser contempler. Se laisser contempler, au passage, c'est pas facile. Hein. Oui. Voilà, se laisser contempler nu, c'est pas facile. Donc voilà, mais ça permet de réapprivoiser la nudité, de remettre en place une sexualité non pénétrative. Les couples sont aussi pleins de ressources et c'est à eux de mettre en place ce qui leur convient. La priorité, c'est de sortir la sexualité d'une zone de stress et de lui faire une place sereine et ajustée qui conviendra à chacun. Ça demande, j'imagine, beaucoup de dialogue. Oui, mais c'est justement ce qui fait avancer un couple. C'est l'occasion ou jamais d'en parler, surtout si le couple n'en parlait pas avant. Et c'est toute la question du désir au sein du couple, avec un point de vigilance à avoir, celui de trouver le bon équilibre entre se plier au désir de l'autre de façon systématique ou au contraire, de concéder à son non-désir. Donc, c'est une question qui est très délicate. Le couple doit bien s'entendre pour en parler sans rentrer dans des jeux de pouvoir. Et entre le toujours oui et le toujours non, le tout ou rien, en fait, y a un tas de choses à explorer. Et par exemple, je donne des exemples. Une femme qui dit « je ne veux pas faire l'amour ce soir, mais je veux bien qu'on se câline comme ceci ou comme cela. Je veux bien faire l'amour maintenant, mais sans y passer des heures. » Ou cette fois-ci, c'est moi qui guide. Ou je suis prêt pour accueillir tel geste, mais pas celui-ci. Voilà, il y a plein de choses à explorer, il y a plein de choses à échanger. Être parent et être amant, c'est une articulation délicate. Mais si le couple parvient à en discuter en vérité avec soi et avec l'autre, tout en regardant son implication réelle dans la parentalité comme dans la conjugalité, il y a de fortes chances que des solutions émergent avec intelligence et maturité. En tous les cas, j'y crois. Merci beaucoup, Hélène. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs et amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions de sujets. Et à la semaine prochaine.